Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'atelier. Si sur cette chaîne on s'est déjà intéressé à l'histoire des rabots, des scies, des visseuses, on s'est surtout penché sur leurs modèles occidentaux. Mais il existe une région lointaine où les outils ne sont pas exactement les mêmes. Cette semaine, comme vous nous l'avez souvent demandé, on va donc se pencher sur les outils asiatiques. Et non, on ne va pas parler de Peugeot outillage. En tout cas, on va s'intéresser aux outils asiatiques. Évidemment, on va essayer de ne pas faire d'amalgame dans cette vidéo, et on va plus particulièrement parler des outils japonais. Juste avant votre vidéo, je vous rappelle la sortie de Gueule de Bois, le podcast où on parle de bois et un peu de bière. Tous les premiers lundis du mois, venez y découvrir la filière bois belge avec notre invité. Retrouvez ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou directement sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On parle bien souvent de scies japonaises ou même parfois de rabots japonais, mais en tout cas, leur technique d'assemblage fait le tour d'internet. C'est toujours hyper impressionnant de voir ces vidéos de fabrication d'assemblage japonais entièrement à la main. Je n'en ferai pas dans cette vidéo et je n'en ferai certainement jamais parce que au niveau précision et niveau patience, c'est peut-être ce qui me manque le plus. Maintenant, on peut peut-être faire un deal. Si on arrive à une centaine de pouces vers le haut, alors je ferai une vidéo où j'essaye de faire ces fameux assemblages, ou en tout cas essayer d'en faire un. Donc allez-y, mettez des pouces, et si on arrive aux 100 pouces, j'en ferai une pour cette saison, je ferai un assemblage japonais. Je croise les doigts d'un côté pour que vous mettiez pas trop de pouces, et d'un autre j'aimerais bien que vous en mettiez, donc voilà. Mais plongeons-nous en tout cas dans le monde des outils japonais. Le Japon, vous le savez sûrement, a su rester un mélange de tradition et de modernité. Et évidemment, c'est la même chose dans l'artisanat et dans le travail du bois. Ils sont certainement restés un peu plus attachés à leurs outils manuels que nous, même si on sait évidemment que beaucoup de marques d'outillage sont fabriquées au Japon. Il y en a plein là, au-dessus, on a fait des vidéos sur l'histoire de ce genre de marque. Parce que oui, évidemment, le menuisier et l'ébéniste japonais ne travaillent pas tous uniquement avec des scies japonaises et des rabots à la main. Ils travaillent comme nous avec des scies circulaires, avec des rabots électriques, avec des raboteuses. Il ne faut pas non plus trop rentrer dans le cliché, mais ils sont quand même un peu plus attachés à leurs outils que nous. Puisque au Japon, comme le samouraï porte un énorme respect à son épée, eh bien l'artisan porte un énorme respect à ses outils. Il y a même d'ailleurs une tradition ancienne qui veut que, à la nouvelle année, l'artisan remercie ses outils pour tout le travail qui lui a permis de réaliser pendant l'année, ainsi que pour le travail qui va lui permettre de réaliser l'année suivante. L'outil est le lien entre l'homme et l'arbre. Il existe vraiment un lien spirituel entre l'outil et l'homme au Japon. Le point central de l'outillage japonais, c'est évidemment son acier. Comme pour la fameuse arme des samouraïs, l'acier utilisé pour les outils est un complexe laminage d'acier dur et d'acier doux. Un mélange parfait qui rend la lame à la fois très solide, mais aussi extrêmement souple. Ce qui va permettre par exemple des lames de scie extrêmement fines, mais ça, on va en reparler dans la suite de la vidéo. Malgré tout, pour beaucoup d'anciens menuisiers et ébénistes japonais, l'acier actuel n'est plus vraiment à la hauteur et il faudrait selon eux utiliser d'anciens morceaux de métal, comme par exemple des clous de temple, pour forger les outils actuels. Il est extrêmement complexe de trouver la recette précise de cet acier, tellement elle est secrète, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est son importante teneur en carbone, ce qui le rend extrêmement dur. En tout cas, avec cet acier magique, on va pouvoir fabriquer la plupart des outils d'ébénisterie. Et d'ailleurs, au final, on ne sera pas extrêmement perdu parce que les Japonais utilisent à peu près les mêmes outils que nous, scie, rabot, ciseaux, hache, etc., etc. La seule vraie différence, c'est leur forme et leur utilisation, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons tout de suite par le rabot. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire tout de suite que comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis assez mauvais avec les accents pour prononcer les noms, et le japonais est encore pire, donc ne m'en veuillez pas, je vous noterai à chaque fois le nom en japonais et je vais faire ce que je peux. La plus grande différence avec notre rabot occidental, et vous le savez peut-être, c'est surtout son utilisation. En effet, le rabot japonais, ou hiragana, est utilisé en tirant et non pas en poussant. Malgré tout, un peu comme nos anciens rabots en bois, eh bien la conception est assez simple. On a un bloc de bois, un fer, un contrefer, et c'est tout.
Comme chez nous, il se décline en plein de formes pour faire réaliser plein de choses, que ce soit des feuillures, des moulures ou tout simplement raboter une surface. D'ailleurs, leurs plus longs formats, qu'on appelle chez nous des varlopes, sont appelés chez eux des Nagadae Kana. Encore une fois, l'accent, on fait ce qu'on peut. Une petite spécificité qu'on retrouve sur la lame, c'est un creux. Pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien, on va le voir un peu plus tard, parce que ce creux, vous allez le retrouver aussi sur les ciseaux. Passons ensuite à un outil qui, lui, est bien particulier au Japon, c'est le rabot lance, ou yarigana en japonais. En effet, avant l'invention du rabot au XVIe siècle au Japon, les Japonais utilisaient un autre outil, une lame tranchante au bout d'un long bâton. Comprenez un peu mieux l'idée de lance. C'est un outil qu'on retrouve exclusivement au Japon et qui est même d'ailleurs le plus ancien outil de travail du bois du Japon puisqu'il apparaît en même temps que l'agriculture sur l'île. Cet outil va donc permettre en fait de retirer des petits copeaux, des très fins copeaux de bois et rendre la surface extrêmement lisse, selon certains ébénistes japonais d'ailleurs, plus lisse qu'avec un rabot. Mais après, est-ce que c'est juste parce qu'ils aiment bien la tradition? On ne sait pas. Ce serait à tester, j'en ai jamais testé. Si vous en avez testé, dites-le nous dans les commentaires. Passons donc à un autre outil qui a un manche et une lame, le ciseau, ou nomi en japonais. Les ciseaux japonais sont évidemment aussi fabriqués avec ce fameux acier laminé, mais leur spécificité c'est que leur dos et leur queue sont en acier doux, alors que le dessous, et donc le tranchant, sont eux en acier dur. Vous aurez donc remarqué qu'il y a aussi un petit creux en dessous de la lame, comme sur les rabots, et c'est maintenant qu'on va voir à quoi elle sert. Ce creux, en fait, il permet tout simplement de faciliter l'aiguisage, puisque comme on l'a dit, le dessous est en acier dur, donc difficile à aiguiser, hein, ou en tout cas ça prendrait beaucoup de temps, et donc ce petit creux permet d'avoir une surface un peu moindre à aiguiser. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on atteint ce creux, eh bien, il va falloir un petit travail réalisé avec un marteau bien particulier pour pouvoir recréer le creux pendant l'aiguisage. Mais bon, en même temps, vu la qualité de l'acier, on a quand même un certain temps avant d'arriver à ce petit creux, hein, on peut l'aiguiser quand même très longtemps. On verra d'ailleurs dans la suite de la vidéo avec quoi les Japonais les aiguisent, et pas se déguisent. En parlant d'aiguiser le ciseau, les Japonais aiguisent d'ailleurs leur lame avec un angle de 30 degrés, alors que en Occident, nous, on est plutôt aux alentours des 25 degrés. Ouais, vous aurez compris que la différence est vraiment pas énorme, surtout quand, comme moi, vous aiguisez vos ciseaux à l'œil et au ressenti plutôt qu'avec un super guide avec des roulettes. Je crois que la différence de 5 degrés est pas énorme, mais voilà, c'est notable. 30 degrés au Japon, 25 degrés chez nous. Ceux qui aiment les chiffres sur la chaîne, au moins, vous en avez quelques-uns. Vous remarquerez d'ailleurs aussi que la lame du ciseau nippon est beaucoup plus courte que celle des ciseaux occidentaux. Il paraîtrait que c'est parce que l'acier étant de meilleure qualité, eh bien ils ont besoin de moins souvent l'aiguiser, et donc on a besoin de moins de longueur tout simplement pour tenir dans le temps. Et une autre légende voudrait que c'est le fait que les ciseaux soient si courts qui les rendrait beaucoup plus précis et beaucoup plus maniables, et c'est donc ça qui serait le secret de leur fameux assemblage japonais. Donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, les gars. Si sur YouTube, tous ceux qui ont essayé et qui ne s'en sortent pas, c'est tout simplement parce qu'il faut le bon ciseau, le ciseau japonais. Donc voilà, je pense que c'est pas parce que nous, occidentaux, on est nuls pour faire des assemblages, c'est juste parce qu'on a des outils de merde. C'est pas contre vous, Kirschon, hein, d'ailleurs, non. Les outils sont très bien, les outils Kirschon sont top, ils sont comme ça. Allez chez Kirschon, même si c'est pas japonais. Évidemment, comme chez nous, les ciseaux japonais ont plein de formes et plein de tailles différentes, que ce soit pour faire des mortaises ou pour faire des tenons ou pour aller faire de la sculpture. On a évidemment aussi des gouges japonaises. On va pas spécifier chaque taille de ciseaux et de gouges au Japon. Ça n'aurait aucun intérêt, la vidéo serait beaucoup trop longue. Comment parler des outils japonais sans parler de la fameuse scie japonaise qui se fait une place de plus en plus importante dans les boîtes à outils occidentales? Encore une fois, l'acier de la lame, eh bien évidemment, est un acier bien particulier qui permet la réalisation d'une lame très fine. C'est d'ailleurs, entre autres, pour ça qu'on l'apprécie énormément par chez nous. Cette grande finesse de la lame fait d'ailleurs en sorte qu'on doit l'utiliser en tirant et non pas en poussant, et ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur l'histoire des scies. Pourquoi est-ce qu'on tirait plutôt que pousser, et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on pousse plutôt que tirer, et pourquoi est-ce que sur la scie japonaise on doit tirer plutôt que pousser? C'est tout simplement parce que si vous poussez, la lame se tord, hein, vous voyez,
lame tordue, donc on est obligé de tirer sur la lame, ce qui fait que ces dents sont évidemment inclinées à l'inverse des dents de nos scies occidentales. D'ailleurs, en parlant des dents de la lame, il y a une petite spécificité, elles sont aiguisées sur 3 côtés, tout simplement parce qu'elles ont une forme trapézoïdale au lieu d'avoir une forme triangulaire. En tout cas, sur la plupart des scies japonaises, parce qu'évidemment, au Japon, il n'y a pas qu'une seule sorte de scie, il y en a plusieurs, et certaines lames de scie japonaises sont quand même des lames avec des dents triangulaires et à pousser plutôt qu'à tirer. Passons enfin au dernier outil, qui est l'outil d'affûtage. On en a parlé plusieurs fois, hein, il faut pouvoir affûter les lames de rabot, les lames de ciseaux, les dents de scie, même si ce ne sera pas avec le même outillage. Eh bien, la spécificité de l'affûtage japonais, c'est qu'ils utilisent des pierres à eau plutôt que des pierres à huile comme nous en Occident. Maintenant, il faut avouer que même chez nous, on utilise de plus en plus des pierres à eau. D'ailleurs, la plupart des pierres à huile peuvent être utilisées avec de l'eau, simplement parce que c'est quand même plus simple d'avoir un bac d'eau plutôt qu'un bac d'huile, et c'est un peu moins salissant pour les mains de l'eau que de l'huile, et donc c'est quand même plus agréable d'affûter à l'eau plutôt que d'affûter à l'huile, et j'arrête de dire à l'eau, à l'huile, parce que la peinture à l'eau, c'est bien plus beau que la peinture à l'huile. Ou c'est l'inverse, c'est l'huile qui est bien plus beau que la peinture à l'eau. En tout cas, on en fait des kilomètres à pied. Je vais boire un coup d'ailleurs, en parlant d'eau, je vais en boire un petit peu. Il existe évidemment, comme chez nous, une multitude d'autres outils que l'ébéniste, le menuisier, le charpentier japonais vont pouvoir utiliser. Mais pour la plupart, ils ressemblent encore plus à nos outils occidentaux, que ce soit la hache, que ce soit le maillet, le marteau. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à vous en parler dans cette vidéo. Ici, on a surtout parlé des principaux qui ont des spécificités bien particulières au Japon. Vous l'avez donc remarqué, il n'y a pas énormément de différence avec nos outils occidentaux. On ne serait pas trop perdu si on devait aller travailler au Japon. Les outils sont à peu près les mêmes. D'ailleurs, les Japonais, en fait, se sont énormément inspirés de l'art du travail du bois chinois, et donc ont importé pas mal d'outillages chinois. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse une vidéo spécifique sur l'ébénisterie chinoise, ou en tout cas la menuiserie, le travail du bois chinois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On verra pour préparer ce genre de vidéo pour la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous utilisez vous-même des outils japonais peut-être, quel type d'outils vous utilisez et pourquoi vous utilisez des outils japonais plutôt que des outils occidentaux. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, c'est hyper important, de laisser un petit pouce vers le haut. N'en laissez pas trop quand même parce que j'ai vraiment pas envie d'aller me casser les dents sur les assemblages japonais. Et puis, tout simplement, je vous dis tchuss les ateliers Ross, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, elles vont s'afficher. Si vous aimez bien l'histoire des outils, il y en a plein qu'on a fait. Si vous les avez pas encore vus, foncez. Non, j'avais pas ma tasse. Non. Pour une fois.